Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Audrey Vernon. Audrey, merci d'être là. Merci, bonjour. Donc Audrey, tu es née à Marseille, tu as fait des études de théâtre au Conservatoire de Toulon et au Cours Florent. Tu as débuté au théâtre, tu as participé à des téléfilms comme Le Petit Pas de Pousset, écrit par Omar Sy et Fred Testo. Tu as participé, tu as eu plusieurs émissions sur Canal+. Tu as écrit et interprété 7 spectacles comme Comment épouser un milliardaire, Marx et Jenny ou encore Billion Dollar Baby. Tu as présenté le billet d'Audrey Vernon pendant le 5 à 7 de France Inter et pendant la pandémie, tu as lancé ton podcast Big Book pour partager les livres qui t'inspirent. Tu es une des très rares, trop rares personnalités à faire avancer l'idée d'un monde sans argent, comme par exemple avec la carte blanche du magazine L'Humanité, où tu dis, si je pouvais rêver et organiser la société, nous serions tous bénévoles. Encore merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Audrey, en fait, quand j'ai fait mes petites recherches sur toi, je me suis dit quand même quelque chose, c'est que ton parcours est clairement parsemé d'un discours contre le capitalisme. Tu as sillonné les sites industriels pour présenter ton spectacle Comment épouser un milliardaire. J'ai vu en fait une vidéo aussi où tu t'adresses au patron d'Accor, Paul Dubrul et Gérard Pélisson, pour qu'ils cèdent aux revendications des femmes de chambre de Ibis Batignolles. Moi, ce que je me disais, c'est que sur ta page Wikipédia, c'est marqué que tu es actrice et humoriste. Est-ce que tu ne penses pas que tu es aussi quand même militante? Écoute, c'est pas un mot que j'aime tellement. Je pense que je suis juste empathique et normale. C'est tout. Donc, j'ai vu ton spectacle Beyond de l'art Baby. On va commencer par ça, qui est un spectacle quand même assez ovni, je trouvais, parce que c'est un spectacle qui est vrai humoristique. Hein, on rigole, ça, il n'y a pas de doute. Mais pourtant, tu pars des sujets quand même qui sont à peu près les moins drôles. Donc, on a quand même, hein, tu commences d'emblée avec le prix des bébés sur le Darknet. Tu vas parler de l'extinction de masse, de la fonte de la banquise. Et pourtant, c'est quand même quelque chose de très, très drôle. Je me posais la question, avant de présenter ton spectacle la veille, est-ce que tu t'es pas dit, mais mince, en fait, les gens, ils viennent me voir pour peut-être se divertir. Est-ce qu'ils vont pas partir plutôt angoissés? Écoute, c'est un spectacle que j'ai vraiment fait pour moi parce que j'étais enceinte de 9 mois quand je l'ai joué. Et j'avais vraiment besoin de faire le point, de regarder en face la totalité des horreurs du monde et de me dire pour quelles raisons je continue pourquoi est-ce que j'amène un nouvel enfant au monde alors, enfin, je voulais être consciente en fait. Je voulais, en exergue, j'ai mis un petit texte de Marguerite Yourcenar et qui dit il faut arriver au monde les yeux ouverts. Et voilà, j'avais vraiment envie de porter un enfant avec les yeux ouverts et en toute conscience, sans nier les bombardements de masse, sans nier la guerre, sans nier l'extinction, euh, un petit peu en fait de faire le tour de cette question et de la regarder en face. Voilà, donc c'était plus pour moi que je le faisais que. Et puis j'avais aussi envie de chercher un peu tu sais, quand on te dit l'œuf ou la poule, tu vois, quelle est la cause du désastre? Alors, dans le spectacle, je pose plein de pistes, de questions, de réflexions. Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est les hommes? Est-ce que c'est le capitalisme? Est-ce que c'est l'industrialisation? Enfin voilà, je réfléchis en fait devant et avec le public pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on est dans cette merde. Et d'ailleurs, du coup, c'était quoi les retours? Enfin, j'ai senti que tu étais quelqu'un de très proche de ton public, très accessible. Ils ressortent comment? Enfin, il y en a qui sont ressortis plutôt angoissés, plutôt apaisés, qu'au contraire, qu'il y a quelqu'un qui dise, allez, il faut qu'on y aille. Il y avait une envie d'agir. Ça suscite quoi? Dans tous mes spectacles, il y a un peu, il y a à la fois des gens qui sont très conscients déjà, donc qu'ils prennent un peu en pleine poire et qui pleurent et qui me remercient et tout ça. Il y a des gens qui sont complètement dans le déni et qui disent, oh, c'était sympa. Enfin, on sent qu'ils ne sont pas plus touchés que ça, pour qui c'est juste un spectacle. Il y a des gens qui étaient dans le déni et à qui ça ouvre un peu les yeux et qui, du coup, réagissent en tout à coup disant, oh là là, mais qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça, en étant assez choqués. Enfin, c'est vraiment. Et puis aussi, il y a eu un avant-après pandémie, puisque je l'ai créé en juin 2019.
Et je l'ai joué à peu près 6 mois. Et en mars 2020, il y a eu le confinement. Et donc, j'ai arrêté de le jouer. Et j'ai commencé à le jouer gratuitement dans les ZAD, puisqu'on n'avait plus le droit de jouer dans les théâtres. Et donc, il y a vraiment eu un avant-après. C'est-à-dire qu'avant, tous ces sujets-là, je sentais que pour les gens, c'était quand même assez loin. Ce n'était pas des sujets de préoccupation. Puis, il y a eu la pandémie, cette espèce de truc de monde d'après, où quand même les gens, ils ont eu 2-3 mois pour se poser des questions, pour réfléchir, pour regarder des vidéos sur Internet, pour changer un peu de façon de penser. Et donc, au retour de la pandémie, quand j'ai repris le spectacle, j'ai senti que les spectateurs, c'était plus les mêmes en fait. C'était d'autres gens, c'était des gens à la fois plus éclairés, à la fois plus effrayés, plus perdus aussi. Ouais, c'est plus la même humanité avant et après la pandémie. Je crois qu'on l'a quand même tous ressenti. Et c'est vrai que tu n'es pas la seule ni la première artiste à faire une critique du système capitaliste, et je pense à Coluche ou à des proches. Mais par contre, c'est vrai que je trouvais que tu avais quelque chose d'assez unique, c'est que tu mettais quand même… tu nous montres pas ça comme quelque chose de loin, je trouve que tu impliques ton public là-dedans. Il y a un message un peu sous-jacent en disant « Eh oh, les copains, c'est en train de merder grave ». Et j'ai senti que tu essayais à la fois… Alors, je me suis posé la question, parce que tu ne nous le dis pas comme ça, tu t'adresses pas à nous en disant il faut bouger. Mais en même temps, je me dis, mais comment elle arrive à retransmettre ça? Et je crois que tu joues une très belle balance entre l'humour et un ton assez solennel. Je trouve qu'il y a un peu ça. Et surtout, tu as pas mal de références qui sont vraies, des références chiffrées, qui donnent un côté à la fois sérieux et humoristique. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant, parce que il y a encore pas très longtemps, on me disait que Frédéric Lordon, il disait quelque chose qui était assez intéressant, c'est qu'en fait, la vérité n'intéresse pas trop les gens. En fait, pour les faire bouger, il faut passer par l'émotion. En tout cas, je trouve ça vraiment très réussi avec ton spectacle. Merci. Alors, j'aimerais lire un tout petit extrait de Million Dollar Baby. Donc, c'est une… Billion, hein. Je te rappelle que million, c'est pauvre. J'ai cru dire billion, excuse-moi. Et donc, c'est une lettre ouverte à ton enfant à naître. Mon bébé chéri, à l'intérieur de mon ventre, c'est all included. Tu as accès à tout, à boire, à manger, une énergie illimitée. À l'extérieur, c'est exactement pareil. Ces petites subtilités, seule petite subtilité, depuis qu'on a inventé le capitalisme, il faut payer. On a légèrement compliqué le game en inventant l'argent, une autre fiction à laquelle on croit très très fort. Et j'aimerais savoir comment, parce que pour beaucoup de gens, avoir ce recul sur l'argent, c'est quasiment impossible. On a beaucoup de gens qui se disent anticapitalistes, mais pour un monde monétaire. C'est-à-dire que dans un monde avec de l'argent, il y a quand même beaucoup de similitudes quand même avec le capitalisme. L'entreprise doit vendre, doit pousser à la consommation. Il y a bien sûr la guerre commerciale, tout ça. Toi, est-ce que tu sais quand ça t'as eu ce déclenchement-là? Est-ce que c'est suite à un livre, un film? Je crois que l'argent, ça m'a pas toujours paru absurde. Je me souviens quand j'étais petite, je comprenais pas. Je me souviens qu'il y avait cette guerre commerciale entre Coca et Pepsi. Et je me disais, mais j'arrivais vraiment pas à comprendre pourquoi ils tenaient tant à vendre plus l'un que de l'autre. Je me disais, mais en fait, c'est pas grave, peu importe qui vend. C'est bien s'il y a un peu des deux, en fait, qui vendent. Et vraiment, je me rappelle avoir eu des enfants, des longues réflexions sur pourquoi Pepsi et Coca se tirent la bourre. Et voilà, c'est un truc que je comprenais pas. Je me disais, c'est très bien si les deux, ils vendent chacun de leur côté, c'est super, quoi. C'est vrai que le concept de vendre plus que quelqu'un d'autre, c'est quelque chose que je me posais beaucoup la question quand j'étais enfant. Je ne comprenais pas aussi ce truc au resto quand je voyais les adultes qui se battaient pour payer. Je ne comprenais pas, en fait, je trouvais ça très bizarre, cette espèce de truc autour de l'argent. Et puis voilà, puis enfant, ma grand-mère passait beaucoup de temps dans la rue à s'occuper des personnes qui étaient dehors. Et ça, pareil, c'était un truc, je me disais, mais vraiment, je ne comprenais pas du tout pourquoi ils étaient dehors et pourquoi ils n'étaient pas dans des maisons et tout ça. Donc, en fait, dès petite, ce truc d'inégalité vis-à-vis de l'argent me paraissait absurde. J'aimais beaucoup aussi le texte de Victor Hugo qui s'appelle « Détruire la misère » quand il dit que la souffrance, c'est divin,
mais la misère, c'est humain. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas supprimer la souffrance, mais par contre, supprimer la misère, on peut complètement, puisque c'est quelque chose qui a été inventé par les hommes. Donc, on pourrait supprimer la misère. Après, en grand auteur sur ce sujet-là, moi, j'adore Jean Ziegler, qui parle de la faim notamment et des crimes, voilà, que chaque enfant qui meurt de faim est un enfant assassiné par le système monétaire et tout ça. Donc, ouais, Ziegler, je le trouve bah, il montre bien la folie du truc. Et aussi, en écrivant Billion Dollar Baby, je me suis beaucoup renseignée sur les sociétés qui sont nos contemporaines, qui sont les sociétés sans argent. Bah, je suis notamment soutien de Survival International, qui défend les peuples autochtones et qui, qui nous montre que des sociétés sans argent sont nos contemporains et enfin, je veux dire, elles existent. Donc, s'il y a des millions de personnes qui y arrivent, on pourrait au moins l'imaginer, quoi. Mm. Et se dire que c'est pas la condition humaine d'avoir de l'argent ou de vivre avec de l'argent. Mm. Je te rejoins là-dessus. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens, ils s'imaginent pas qu'on puisse vivre très nombreux sans argent. Ils pensent que c'est facile, qu'on est une toute petite tribu. Mais il y a cette société qui s'appelle Cheptagelar, là, qui est près de l'île de Java, où ils sont quand même 30 000 à vivre sans argent. Ils ont toujours vécu sans argent. Aujourd'hui, ils ont l'électricité sans le nucléaire. Et je pense que c'est vraiment un super bel exemple à suivre. Et c'est vrai Ah que oui, j'ose... Ouais. comment ça s'appelle? Cheptagelar, c'est Ciptegelar. Tu pourras trouver une vidéo sur Internet. Je t'enverrai le lien si tu veux. D'accord. Oui, oui, Jean Ziegler, oui, je trouve il a raison de matraquer qu'il faut abolir le capitalisme autant qu'on a aboli l'esclavagisme. C'est vrai que c'est quelqu'un aussi que je trouve très, 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 très inspirant. Euh, J'aimerais venir sur cette citation qui, à un moment, est venue devant moi, que j'ai trouvé géniale de ta part. C'est celle de ta carte blanche pour le magazine L'Humanité. Si je pouvais rêver et organiser la société, nous serions tous entièrement bénévoles. Et toi, je me disais qu'en fait, les lecteurs de l'Humanité Magazine se rendaient peut-être pas compte que là, tu venais de citer en une phrase la solution bah, à tous les problèmes que nous avons actuellement. Là, on s'arrache les cheveux, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la société? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'écologie? Et là, tu as réussi à résumer, bah, écoute, si on suit ton rêve, eh ben, écoute, c'est bien simple, hein, il n'y a plus d'obsolescence programmée, il n'y a plus de crise financière, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de guerre commerciale. Et je voulais te demander, parce que tu emploies quand même le mot rêve, est-ce que pour toi tu dis on n'y arrivera pas ou non, on va y arriver? C'est encore difficile? Écoute, je pense que c'est difficile. Et après, moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est alors, je ne sais plus dans quel bouquin j'ai lu ça, mais c'est d'étendre la gratuité, en fait. C'est-à-dire de se dire, bon, bah, tout ce qu'on peut gratter autour de nous et, et faire dans l'échange, en fait, plus on peut enlever du pouvoir au capitalisme, mieux c'est. Là, par exemple, j'ai un autre rêve, c'est d'autonomiser un quartier. J'ai eu envie de faire une télé-réalité où on va dans un quartier et on rénove le quartier pour le rendre autonome en énergie, en alimentation, enfin planter des potagers, des vergers, machin et tout, et aussi en organisation, c'est-à-dire qu'on réunit tous les gens et on dit, bon, combien de personnes ont besoin de voitures, donc combien on garde de voitures. Donc, comme ça, on baisse le nombre de voitures, on baisse le nombre d'assurances. Voilà, je me dis qu'en se co-organisant, on peut prendre des parts de marché au capitalisme. Et voilà, et je me disais, bah voilà, il faudrait qu'il y ait, par exemple, on mutualise, on met des machines à laver dans un endroit enfin bref, un truc d'organisation qui fait en sorte que le capitalisme perd du pouvoir en fait. Et je pense que c'est en... Moi, je vois par exemple, pendant le confinement, on avait créé avec d'autres amis une école où chaque parent assurait une demi-journée par semaine. Et donc, on s'était rendu compte qu'en étant 5 ou 6 familles, en fait, on pouvait assurer l'école pendant toute la semaine. Et, voilà, et c'est vrai que je pense je pense de toute façon que l'effondrement économique
il est proche. Donc, on va voir un monde, peut-être temporairement, mais en tout cas sans argent. Ton souhait, c'est quelque chose qui est, je dirais, tendance, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, on voit de plus en plus de mouvements comme le Mossica, où on peut créer des assemblées locales, mutualiser les efforts. Il y a pas mal de thérapeutes aussi qui se donnent des soins gratuitement. Il y a des jardins partagés, tout ça. Et c'est vrai que on sent qu'il y a quand même toutes ces petites graines qui sont en train d'être plantées actuellement. Hein. Est-ce que tu crois encore qu'il existe un bon système marchand? Est-ce que pour toi, le truc, c'est là, le système marchand, c'est simplement parce qu'il y a des fous qui l'ont pris en otage. Tous ceux que tu as convoités pour Billion Dollar Baby dans Comment épouser un milliardaire. Mais est-ce que tu crois qu'il y a un bon système marchand, qu'on pourrait trouver un système marchand qui serait vertueux? Est-ce que pour toi, ça existe? Non, franchement, je ne pense pas. Je vois vraiment pas. Je pense vraiment que l'échange, la gratuité, le don, don contre don et tout ça, c'est vraiment des systèmes qui sont supérieurs éthiquement, intellectuellement, humainement, au niveau de l'âme, en fait. Je pense que c'est même pas à prouver, quoi. Et je repense aussi à... J'avais fait un doc sur l'anarchisme qui s'appelle Ni Dieu ni Maître. Et je me souviens qu'il y avait il y avait une espèce de petit questionnaire où il y avait des questions et puis il disait, est-ce que quand vous êtes à la boulangerie, vous faites la queue ou est-ce que vous attendez qu'il y ait des policiers qui viennent vous dire de faire la queue? Est-ce que quand vous faites un match de foot, vous convoquez des arbitres pour régler le match ou est-ce que vous jouez comme ça naturellement et tout ça? Et en fait, ce documentaire montrait que dans la vie quotidienne, la plupart des situations se réglaient par l'anarchisme. Et je pense que finalement, on ne se rend pas compte que dans la vie quotidienne, énormément de relations et d'échanges sont sans argent et non marchands. Mais sauf qu'on on s'en rend pas compte, quoi. On s'en rend pas compte et je pense qu'il faudrait que dans une journée, on regarde le nombre de transactions non marchandes et d'échanges non marchands qu'on a et qu'on compare avec le nombre d'échanges marchands et qu'on se dise, voilà, combien de choses non marchandes, combien de rapports non marchands j'ai eu aujourd'hui et combien de rapports marchands. Et finalement, on pourrait se rendre compte que on a aussi beaucoup d'échanges non marchands déjà et sans argent. Par exemple, là, on échange, on travaille ensemble finalement. Je crois qu'il n'y a pas de marchandises ou d'argent entre nous. Je crois. Donc, voilà, je pense qu'on a un rapport non marchand là. Nous en avons un, c'est sûr. Et c'est vrai qu'il y en a énormément. Puis, je ne sais plus qui c'est qui me comparait, mais en fait, c'est dans une famille, on se rend compte que le mode de fonctionnement est non marchand et pourrait refléter ce qu'on pourrait faire dans l'humanité. C'est-à-dire que les enfants, s'il reste qu'une seule banane ou qu'un gâteau, on leur dit, bah, écoute, tu le coupes en deux. En fait, le partage, on a des règles, bien sûr, de participation pour mettre la table, pour débarrasser la table. Et c'est vrai que finalement, qu'est-ce qui reste compliqué? C'est des choses qui sont naturelles, que les enfants savent faire. Et pourquoi on ne pourrait pas, nous, adultes, recopier ça? Puis ce qui était, je pense, aussi assez naturel avant que voilà, l'argent s'immisce un petit peu partout, quoi. Et tu disais tout à l'heure que pour toi, ça allait bientôt se dégringoler. J'avais vu que pareil, une de tes cartes blanches où tu disais que ton fiancé ne trouvait plus de moutarde au supermarché. Je trouve ça marrant. Et donc, après, tu as fait la liste de ce que tu aimerais encore voir et de ce que tu aimerais pu voir. Mais toi, finalement, par rapport à cette dégringolade qui arrive, tu dis enfin, tu as un côté où tu dis, oh là là, c'est la fin du monde, ou tu dis, non, enfin, ouais, vraiment, on va sortir de là, c'est le début de la fin, ça va être la tempête. Non, on va sortir. Tu es optimiste ou pas? Je suis contente de ne pas être dans les années 80-90 où c'était encore très loin et où il n'y avait pas vraiment et où j'espérais sortir de tout ça. Et franchement, dans les années 80-90, quand j'espérais des trucs comme ça, il n'y avait pas trop de répondants en face, quoi. Il y avait vaguement Attaque, il y avait ouais, le monde diplo qui évoquait ces questions peut-être.
Mais franchement, enfin, on sentait que les gens, ils étaient heureux, quoi, comme dans ce système. Enfin, moi, je me sentais extrêmement seule, minoritaire, en fait. Aujourd'hui, c'est plus le cas, donc c'est très réjouissant. Et c'est réjouissant de voir l'épuisement des ressources, c'est réjouissant de se dire ils ont enfin compris que le pétrole était épuisable et qu'il faut arrêter de fabriquer des merdes en plastique en Chine. Enfin, et moi, il y a des trucs, je me dis, mais par exemple, le commerce avec la Chine, quand on voit ce qui se passe là-bas, toutes les populations qui sont opprimées qui ne sont pas du tout soutenues par l'Occident, qui continuent à faire du commerce avec… voilà, je sais qu'il y a, voilà, il y a la Coupe du Monde au Qatar. Il y a des choses, on se dit, mais on en est encore là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et en même temps, ces trucs-là, ils ne marchent plus, on voit bien. Enfin, quand on voit la finale de la Coupe, comment ça s'est passé en France, l'État complètement policier… Enfin, c'est plus compatible avec le fun, en fait. Et si le capitalisme ne propose plus de fun, ça ne va pas durer longtemps, quoi. Parce que bon, il y avait quand même… on travaillait, on payait des impôts, on consommait, mais en échange, il y avait quand même la Coupe du Monde de 98, on pouvait aller sur les Champs-Élysées, faire la fête et tout. Là, tout ça, c'est des choses, on voit bien qu'on ne peut plus aller sur les Champs-Élysées faire la fête. Ils ne nous laissent plus, quoi. Ils ne nous laissent plus sortir, en fait. C'est ça qui est… Enfin, là, ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit tous à la maison à regarder Netflix et à commander sur Uber. Ils ne veulent plus qu'on sorte. Enfin, les rues sont désertes le soir. Il n'y a plus de vie, quoi. Il n'y a plus qu'une vie très, très cadrée, encadrée. Et donc, ouais, il n'y a plus de fun. Donc, je pense que cette absence de fun va précipiter la fin. Mais par contre, donc du coup, je me réjouis parce que oui, j'ai vraiment envie de voir un changement de système. Et après, je ne peux pas me réjouir des famines, des migrations de masse, des bombardements, de toutes ces choses qui sont qui vont aller de pair avec la dégringolade, oui, certainement. Oui, bien sûr. Et nous ne serons pas épargnés. Non. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose, j'y pense extrêmement souvent et ça m'effraie. Et en même temps, je me dis, mais pourquoi? Je veux dire, mon grand-père a connu la guerre, il est entré en résistance, enfin, je veux dire, ils ont vécu ça, mais mes grands-parents, ils ont connu plusieurs exils et tout ça. Enfin, je veux dire, pourquoi je serais, moi, privilégiée et épargnée par ces choses-là, quoi. Donc, voilà, je ne me réjouis pas. Mais il y a une petite excitation quand même de voir de ton vivant peut-être un des changements les plus historiques de notre histoire, finalement. Je sais pas. Je sais pas. Oui, si seulement ça pouvait se passer comme ça, dans la joie, dans l'allégresse, avec une réorganisation totale. Si seulement on pouvait connaître les années folles et les 30 glorieuses sans la Seconde Guerre mondiale, ce serait magnifique. Ouais, ça, j'aimerais bien, mais je ne sais pas si c'est possible. Et des fois, tu te mets une date un peu en tête, date limite du plus supportable. Tu te dis en 2030, on aura basculé dans autre chose, sans citer cette autre chose ou pas? Non, pour moi, le plus supportable, le point du plus supportable, il est derrière déjà. Non, là, je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente qu'il fasse 40 degrés à Bordeaux et que les bourgeois se rendent compte, en fait, de ce que notre mode de vie crée, quoi. Parce qu'avant, c'est vrai que les problèmes climatiques, ils étaient à l'étranger, ils étaient en Afrique, ils étaient ailleurs, en fait. Et là, je suis contente que la bourgeoisie française expérimente, en fait, la réalité de qu'est-ce que c'est que d'avoir de l'électricité, qu'est-ce que c'est que d'avoir de la climatisation, qu'est-ce que c'est que d'avoir 3 voitures par famille
En fait, qu'est-ce que ça engendre, quoi? Même si, même si les connexions ne sont pas faites par les médias, par tout ça, ben, en fait, je suis contente bah, que d'autres voient ce que c'est, quoi. Mais en même temps, voilà, je me réjouis, mais enfin, ça m'effraie complètement la chaleur extrême, quoi. Bien sûr. C'est flippant. Écoute, Audrey, ça va bientôt toucher à sa fin. Est-ce que tu aurais 3 livres à nous conseiller? Je sais que tu es une grande lectrice, tu as toujours un bouquin dans la poche et dans le sac. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller comme livre actuellement? Alors, sur quel sujet? Oh, on va dire, allez, le changement, la positivité, la réactivité, l'action, je ne sais pas, plutôt dans le positif, on va dire. Peut-être plus le bilan, je pense que tout le monde a fait le bilan que c'était la merde. Alors, je crois qu'il y a Terre et Liberté d'Aurélien Berland qui est très bien. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Tu m'avais montré un livre sur les chasseurs-cueilleurs quand on s'était rencontrés. Oui, c'est aux éditions libres. Euh, Ah oui, Civilisé à en mourir le prix du progrès. Je crois que c'était ça. Et il y en a un autre que j'aimais bien, qui est sorti il y a un peu longtemps. Euh, Comment il s'appelle ce livre? C'était un truc genre 100 penseurs pour imaginer le monde de demain, je crois. Attends, je cherche sur Internet en même temps. Hum, 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 hum. Je ne sais plus. Bon, écoute, je t'enverrai par mail le nom du truc. Ouais, puis je le mettrai en lien de la vidéo, ça. Hum. Hmm. Ouais, parce que c'était vraiment un truc où il y avait des 100 penseurs du monde entier, 100 sociologues, 100 philosophes et tout ça, qui disaient, et c'était avant la pandémie. Donc, Oui, il y il me avait des semble qu'il trucs y avait quelques années. intéressants. Petite question avant de terminer, d'Hugo de notre équipe. Il m'a dit, il faut absolument que tu lui demandes, est-ce que tu as vraiment appris la liste des plus riches milliardaires de Forbes? Genre, on te demande le numéro 78, tu vas le dire? Écoute, là, ça fait 3 ans que j'ai pas joué Comment épouser un milliardaire, donc je ne vais pas t'impressionner sur la liste de Forbes de cette année, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, je pouvais réciter un bon paquet de numéros de milliardaires. Je savais le numéro d'Arnaud, Pinault, Bettencourt, Bill Gates. Ouais, là, je pourrais peut-être te faire encore le top 20, tu vois, je dirais là, alors Jeff Bezos, Warren Buffett, Bill Gates, Amancio Ortega, Zuckerberg, Arnaud, Bettencourt. Je dirais il doit y avoir encore les Walton dans les 10 premiers, les frères Koch. Voilà, je dirais que voilà, je peux te faire un petit top 20, je pense encore, mais pas le top 2000, 2700. Mais je vais rejouer dans une date gratuite à la rentrée Comment épouser un milliardaire, que je n'ai pas joué depuis 3 ans. Donc, je vais devoir me faire un petit update sur qui sont les nouveaux. Mais c'est vrai que c'est assez rigolo de voir, par exemple, que les gens qui possèdent Brioche Dorée sont aussi riches que les propriétaires d'Hermès. Ah, tu me l'apprends, ouais. Ben ouais, c'est assez contre-intuitif. Et voilà, je trouve que dans la liste de Forbes, il y a toujours des choses assez rigolotes. J'avais adoré quand j'avais lu aussi que celle qui possède Ferrero, Nutella, elle est devenue. En fait, c'était son mari qui était milliardaire et il est mort le jour de la Saint-Valentin. Et donc, je disais qu'il lui avait fait le plus beau cadeau, le cadeau de Saint-Valentin dont je rêvais, quoi, puisque immédiatement, elle est rentrée dans la liste de Forbes, dans le classement, elle était très, très bien classée et tout ça. Donc, voilà. C'est quand même une liste qui est assez rigolote et folle, quoi. Folle d'imaginer que, par exemple, le PDG d'Adecco, travail temporaire, il est milliardaire. Comme quoi, le travail précaire, ça paye. Voilà, C'est faux. la liste de Forbes, c'est une source assez rigolote de l'absurdité de ce monde. Je te remercie infiniment. Je passais un très bon Merci moment à avec toi. toi. Et puis, merci à tous de nous avoir suivis. Bye bye. Bye.